ce débat, me semble-t-il, donc je vais toucher la question du coronavirus, la question de la dette, la question de la Cour des comptes et principalement au sommet la méthode à adopter pour avancer, pour progresser. Bon. C'est-à-dire quelle est la méthode à partir de tous les éléments extrêmement intéressants, et ça c'est mon métier que j'entends, je me dis comment classer toutes ces vérités pour aboutir à une doctrine, à une action, à une politique, à un résultat. Donc ça s'appelle l'approche pyramidale d'état-major. Alors, ce que je n'entends pas dans ce que dit, c'est la référence au trésor historique, intellectuel, spirituel, qui nous permet de progresser. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de questions-réponses, c'est le jeu de la scolastique, le catéchisme, que nous trouvons d'ailleurs dans les sociétés américaines, questions-réponses, politique commerciale, et en amont, il y a une doctrine. Et ce que je souhaitais dire tout de même, c'est que ce qui est ignoré, c'est qu'il existe des mathématiques politiques, qualitatives et quantitatives, et que tout a été fondé par Pythagore. C'est-à-dire une grande partie des réponses, ou même on pourrait dire l'essentiel des réponses apportées aux questions que nous nous posons se trouve chez Pythagore. Alors, le premier point quand même, qui me paraît essentiel dans l'actualité, puisqu'il y a été question de prise de conscience, d'aveuglement, de comment opérer cette prise de conscience, comment vaincre cet aveuglement et comment régler les problèmes. Eh bien, l'illustration d'actualité que je prendrai, elle est tirée de mon intervention d'hier, au même moment que l'intervention du Premier ministre à la Chambre des députés, c'est sur cette pandémie. Et ce qui est effrayant, on peut dire, sidérant, dans cette absence de prise de conscience, dans cet aveuglement, c'est que l'essentiel est caché. L'essentiel tient en un seul mot, traitement. C'est-à-dire que quand quelqu'un va dans un restaurant, la première chose qui l'intéresse, si je peux dire, c'est de savoir quel est le menu. On va au restaurant pour manger, et pour un certain plaisir, et pour savoir ce que l'on peut manger, on a un menu. Lorsque l'on va chez le médecin, on y va pourquoi? Eh bien, le menu, ce sera finalement le traitement. Ce sera les indications pour guérir. Donc, la chose la plus importante quand il y a une épidémie, c'est le traitement. Comment est-ce que l'on guérit? Et ce qui montre la puissance du aveuglement actuel, c'est que le mot traitement a disparu. On ne parle pas de traitement. Si, on en parle lorsque le Premier ministre dit qu'il n'y en a pas. Et après, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est les tests. Les tests. Alors, tout le monde s'intéresse aux tests. Y a-t-il les bons tests, les produits, tant, comment? Mais on oublie l'intérêt d'un test. L'intérêt d'un test, effectivement, c'est d'identifier éventuellement des malades. Mais qu'est-ce qu'il y a après le test? Eh bien, le test, on vous dit, hôpital, hôpital, case hôpital ou être chez soi. Mais qu'est-ce que l'on fait à l'hôpital? Quel sera le traitement? Eh bien, on n'en parle pas. Or, ce traitement existe. Et ce traitement est interdit. Donc, l'essentiel, je m'arrêterai sur ce point, c'est le traitement. Et lorsque le traitement n'est pas administré, c'est condamné. Actuellement, il y a un crime de masse pour refus de traitement. Pourquoi? Parce que la solution mondialiste, si on peut dire ultralibérale, vous souhaitez, c'est le vaccin. Il n'y a pas de vaccin, nous allons attendre par le confinement, par la police, par les morts. Voilà, ça c'est l'essentiel, c'est le seul point important, c'est le traitement. Voilà. Et ce qui montre la puissance d'aveuglement qui nous soumet actuellement, c'est cet interdit porté sur le traitement. Et heureusement, dans cette résistance qui existe, les médecins appliquent ce traitement. Mais il est interdit que de transposer au plan politique l'existence du traitement pour prendre les dispositions qui s'imposent, d'une part pour en finir avec ce confinement qui n'était pas nécessaire, bien entendu, on peut en discuter, et donc pour
pour en sortir et surtout pour sauver cet assassinat de masse qu'il y a notamment dans les EHPAD. Voilà, ça c'est le premier point, c'est la priorité, c'est mon intervention d'hier. Il faut, le mot d'ordre, c'est l'assassinat par le refus du traitement du gouvernement. Voilà, c'est tout. Et ça suffit à disqualifier un gouvernement et à justifier son remplacement par un gouvernement légitime. Ça, c'est le premier point. Bon. Alors, ce que je souhaitais dire tout de même, c'est que pour régler les problèmes, avec les excellents éléments que j'ai entendus, effectivement, il faut une hiérarchisation. Bon, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a un débat, il faut diviser le débat entre les personnes qui apportent des faits, des éléments, les personnes qui apportent des idées, les personnes qui apportent des solutions, et ensuite, évidemment, pour que les solutions aboutissent, il faut un état-major, il faut un gouvernement, il faut une direction. Et alors, pour montrer à quel point nous en sommes, à partir justement de l'absence de traitement, ce mot interdit, cette outrage contre ce traitement, eh bien, tout mon combat depuis 1977 a été de tenter de provoquer la prise de conscience, justement, sur l'essentiel, avec mon premier livre de Plus de égal 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Donc, je ne vais pas rappeler tout mon travail, mais effectivement, à tout moment, nous nous heurtons à cette impossibilité de prise de conscience sur l'essentiel. Je cite également mon livre, Le syndrome de l'ortelan, qui est consacré à cet aveuglement tel que Asselineau, qui a créé son parti à partir de mon livre, a mis de côté toute cette question de l'aveuglement. Alors, donc le point suivant, premièrement, la prise de conscience, comment? Donc, et puis, ce qui empêche la prise de conscience, c'est bien entendu l'aveuglement, et cet aveuglement, comment se fait-il? Eh bien, par le langage. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de rapport de force, mais ce qui est important, c'est le rapport de langage. Bon, si on prend le modèle de la Révolution, ce qui est extraordinaire tout de même, c'est qu'il n'y a pas eu encore de prise de conscience sur ce qui s'est passé à la Révolution. Je donnerai deux faits importants. Personne ne sait que c'est le français La Harpe qui a, un siècle et demi avant Orwell, décrit dans la Révolution française, dite française en tout cas, que c'était 300 000 personnes seulement qui étaient les révolutionnaires, qui ont subjugué 28 millions d'habitants à partir d'un langage orwellien, c'est-à-dire un langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit. Bon, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la porte, etc. Et ça, comme je fais, j'ai parlé de l'interdit du mot traitement, le mot essentiel est comme le menu quand on va à un restaurant, eh bien, ce qui s'est passé à la Révolution est toujours ignoré. Le discours de la Harpe du 31 décembre 1784 est ignoré avant 1984 d'Orwell, et le fait que la Révolution n'a été faite que par 300 000 personnes aux ordres du langage anglo-saxon qui a pris le pouvoir. J'ai entendu dire, bien entendu, que Macron ne gouverne pas, bien entendu, il est ventriloqué, c'est tout le système ventriloque qui apparaît d'ailleurs à la Révolution. Ce fait, cette primauté du langage est ignorée. C'est par le langage que l'on prend le pouvoir, ce n'est pas par la rue, même si la rue, dans les révolutions, joue son rôle. Il faut d'abord prendre le pouvoir dans sa tête, comme ça a été dit, c'est en soi que l'on prend le pouvoir, et ensuite, par le langage fort, qui est le sujet de mon livre, la tête coupée ou la parole coupée, c'est le langage fort qui domine, ce peut être le langage religieux, le langage militaire, c'est le vote, éventuellement. Le vote est une monnaie. C'est une monnaie. La monnaie, évidemment, ce système vaste et très vaste de la monnaie. Le langage est une monnaie. Bon. Donc, voici les éléments. Et alors, ce qui est important, donc il y a ces deux idées pour la prise du pouvoir, d'une certaine manière. Il y a l'idée orwellienne, darwinienne, c'est-à-dire que ça serait l'évolutionniste, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes, la solution apparaît toute seule. Ce n'est pas vrai. Le cas de la Révolution est encore tout à fait parlant, et je prendrai après la prise du pouvoir par Macron. À la Révolution, vous avez eu cette fermentation, cette ébullition, et tout le monde était révolutionnaire, à commencer par Le Pen en 1789, et puis après les têtes sont tombées, quelques années plus tard, par ce mécanisme, mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème, ce n'est pas parce qu'il semble y avoir
une situation favorable, que la solution vient, parce que celui qui tire les marrons du feu, j'allais dire, c'est le plus intelligent, c'est celui qui sera capable de donner le langage fort qui va entraîner les foules dans la mauvaise direction. Deuxième, la révolution, premier exemple, puisque c'est la révolution qui a fait déchoir la France de sa première place au monde. Ne l'oublions pas, la France occupait, c'était la Chine de l'Occident, c'était la position des États-Unis actuels, et il y a eu un effondrement en 4 ans par le langage anglo-saxon, on pourrait l'appeler maintenant l'ultralibéralisme, qui a pris le pouvoir à la Révolution et qui nous a imposé un système politique téléguidé. C'est-à-dire que le système politique français est téléguidé par les anglo-saxons. Prenons la prise du pouvoir par Macron. Dans mon livre Macron, le président ventriloque, qui est toujours censuré, là encore un problème de prise de conscience, là encore un problème de censure, là encore un problème d'aveuglement. Donc, j'explique 3 choses. Premièrement, le mystère de la prise du pouvoir par Macron, eh bien, c'est le langage. Macron a utilisé un langage ventriloque qui lui a permis d'être à volonté Jeanne d'Arc, le roi, la démocratie, les gilets jaunes et compagnie. Donc on n'aura pas compris que le langage qui permet de changer les fils entre la cause et la conséquence permet de prendre tous les pouvoirs. C'est le cas de la monnaie d'ailleurs. La monnaie, on prend du papier, on en fait de l'or, on prend l'électronique, on en fait du papier, on en fait de l'or. Donc le système ventriloque, c'est la magie politique utilisée par Macron. Et tant que les Français n'auront pas compris qu'ils ont affaire à un système de magie qui peut être vaincu, ils continueront à être toujours les dindons de la farce. C'est la situation actuelle. Et Sénèque dit une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui va nulle part. Et effectivement, il faut bien nous fixer les buts, le plan et la méthode à adopter. Alors, voilà, ça c'est mon introduction. Nous avons un trésor intellectuel qui est complètement ignoré. Et là, je fais référence au désherbage des esprits, des bibliothèques, qui est organisé par l'éducation nationale. Lorsqu'il n'y aura pas un théorème qui sera établi, le but de l'éducation nationale est de crétiniser les Français, ça tient en une phrase, on n'aura rien compris. Bon, donc nous avons un système prédateur, un système destructeur, qui a fait que la France, la première nation, le premier pays au monde, a été déchu, qui fait qu'actuellement nous en sommes là où nous en sommes. C'est la clé. Il y a une magie politique et qui remonte d'ailleurs à Pythagore. C'est une chose qui peut être connue. Donc, nous cherchons des choses alors que nous avons les solutions dans notre patrimoine intellectuel et culturel, et c'est quand même pas que c'est quelque chose encore qui relève de l'aveuglement, que Versailles ait été utilisé par le gouvernement pour faire la promotion des sextoys anglo-saxons de Jeff Ponce. Donc voilà l'aveuglement à vaincre. Bon, alors... Monsieur Pinsky, allô. Monsieur Pinsky, je me permets de vous couper à ce moment-là. On va déjà laisser réintervenir nos invités sur la notion donc que vous avez exposée, c'est-à-dire le langage ventriloque tel que vous l'appelez, la novlangue telle que l'appelle Orwell, et le langage révolutionnaire tel que le nomme la harpe. Donc la prise du pouvoir par le langage, cette notion de sortir de cet aveuglement. On va laisser donc les autres réagir là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Il y avait aussi sur la notion de Cour des comptes. On vous laissera réintervenir dans ce sens-là là-dessus. Allez-y, je vous laisse 1 ou 2 minutes encore. Alors, donc je dirais, donc ça c'était mon introduction, j'arrête. Donc ce que je dirais simplement, je ferai référence, mais les références sont sur le site de l'ERAMA, simplement sur notre intervention de l'ERAMA en 2012 sur la dette, en disant, ce qui a été traité très bien, c'est que la position, c'était de la suppression de la dette par un audit, et avec des personnes, effectivement, qui sont compétentes pour le faire. Et là, je disais que nous avions un patrimoine intellectuel très important, nous avons des institutions. Il faut bien avoir en tête l'idée que les institutions de la République sont royales. C'est-à-dire, en même temps, c'est un détournement des institutions de la France au profit, diraient certains, des oligarchies. C'est-à-dire, on part. Bon, alors, la Cour des comptes, c'est le plus ancien des corps de l'État. Bon, elle est issue de la Curia Regis, de la cour du roi du Moyen-Âge, bon, et son but, c'était le contrôle des comptes et de l'utilisation des deniers publics, qui a toujours été, en principe, la préoccupation du pouvoir, et comme il a été très bien dit dans les interventions, ça a été détourné. Donc ça date de 1320, ça s'appelait la Chambre des
comptes de Philippe le Long en 1319. Alors, ce qui est très très important, c'est l'outil de la Cour des comptes. C'est que nous devons nous réapproprier les institutions qui ont été détournées. Et donc, la fonction, c'était que ceux qui ont ou auront commission de recevoir argent soient tenus à rendre compte chacun de ce qu'ils ont fait. Donc, le principe de la Cour des comptes, toujours réel. Bon, la Révolution l'a supprimé parce que la Cour des comptes, évidemment, avait freiné ce qu'il appelait les réformes, c'est-à-dire la destruction des métiers et compagnie. Donc, au-delà du jugement des comptes publics, la Cour veille ou doit veiller au bon emploi de l'argent public en contrôlant sa gestion. Donc, ces missions, c'est de certification des comptes de l'État, et puis depuis 2005, ceux du régime général de la sécurité sociale, et d'évaluation de la performance des programmes budgétaires. Bon. Et c'est grâce à ces missions, normalement, d'évaluation publique. Donc, elle a comme mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public, donc qui a été détourné dans l'occasion de la dette, bien entendu, et d'en informer les citoyens. C'est une juridiction en principe indépendante qui se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement, qu'elle insiste, c'est ce qu'on dit qu'elle insiste, et qu'elle devrait assister conformément à l'article 47.2 de la Constitution. Et donc, ce dont il s'agit, c'est pas de réinventer le tiède, c'est-à-dire que la France ne vient pas de nulle part, elle a des institutions, elles sont détournées par le principe du « en même temps », on fait croire qu'on règle les problèmes et en même temps, on est au service des lobbies qui sont derrière. Et donc, le but, c'est de remplacer le « en même temps » par simplement la véritable solution. Donc, dans la dette, le grand responsable, bien entendu, c'est le pouvoir politique, la trahison du pouvoir politique, au service des lobbies, de ce qu'on peut appeler l'oligarchie ou du pouvoir financier. Bon. Mais le deuxième responsable, c'est la Cour des comptes. C'est-à-dire, c'est le juge du bon emploi des comptes qui est coupable. Et ça, il faut le stigmatiser et le mettre en avant. Nos institutions existent, elles sont toutes détournées. Voilà.